Je ne crois pas que nos clients cherchent à s'exposer aux cryptos. Voilà ce que déclarait Larry Fink, CEO du célèbre fonds d'investissement BlackRock en 2018. Depuis ces déclarations, l'eau a coulé sous les ponts et les choses ont pas mal changé. Ça ne vous aura pas échappé, on a appris le 15 juin dernier que BlackRock avait soumis une demande très particulière à la SEC, le gendarme des marchés financiers américains. Cette demande, un ETF spot Bitcoin, enfin pas tout à fait, mais on va y revenir. Pour rappel ou pour info, BlackRock est une société américaine qui a plus de 30 ans et qui est un mastodonte, le mastodonte même de la gestion d'actifs. Histoire de vous faire une petite idée, BlackRock c'est 18 000 employés et environ 10 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Historiquement assez hostile envers Bitcoin et les cryptos pour des raisons techniques mais aussi environnementales, BlackRock a surpris tout le monde en initiant un dossier auprès de la SEC pour un produit financier en rapport avec la reine des cryptos. Voilà ce que disait aussi Larry Fink en 2017, Bitcoin ne sert qu'à blanchir de l'argent sale. Bon, si j'étais vous, je n'écouterais jamais ce que disent ces gens, je regarderais plutôt ce qu'ils font. On est plutôt habitué à ce genre de déclarations et en coulisses c'est complètement différent. Jamie Dimon par exemple, le CEO de JP Morgan, dénigre souvent Bitcoin dans les médias en le traitant de vulgaire Ponzi, mais en parallèle, sa banque fait des prédictions plutôt encourageantes sur la première crypto du marché. Bref, on a donc appris il y a quelques jours que le plus gros fonds d'investissement du monde avait déposé jeudi dernier une demande pour ce qui semble être un ETF spot Bitcoin, le iShares Bitcoin Trust. Cette démarche arrive pile poil au moment où une partie de l'administration américaine semble entrer en guerre contre l'écosystème crypto, ou en tout cas être entrée en guerre contre les acteurs qui évoluaient dans l'industrie depuis des années. Le timing est quand même intéressant, avouons-le. Est-ce que la SEC et Gensler n'essayaient pas de faire un peu de place pour faire rentrer les acteurs de la finance tradie pour qui et avec qui il a travaillé pendant 20 ans? Je vous laisserai vous faire votre propre opinion là-dessus. Alors, est-ce qu'un ETF spot Bitcoin a enfin des chances de voir le jour? Peut-on s'en réjouir ou doit-on en avoir peur? On essaie de faire le point dans cette vidéo. Revenons d'abord sur les fondamentaux. Un ETF ou Exchange Traded Fund est un produit financier qui réplique les performances d'un ou de plusieurs actifs. Ça peut être un indice comme le CAC 40 ou le S&P 500, un secteur comme les énergies renouvelables ou l'industrie pharmaceutique, ou encore les matières premières comme l'uranium et le pétrole. Si on prend l'exemple d'un ETF indexé sur l'or, si l'or prend 10%, alors l'ETF est censé en théorie également prendre 10%. Et même chose dans l'autre sens, si l'or baisse, l'ETF en question baissera également. Ces ETF peuvent être achetés ou vendus comme leur nom l'indique sur des exchanges, donc sur des places de marché. Vous achetez ce genre de produit comme si vous achetiez des actions Apple ou Microsoft. La différence est que grâce à ces ETF, vous pouvez vous exposer à un nombre bien plus important d'actifs et tout ça de manière relativement facile et pour des frais extrêmement faibles. Par exemple, si vous vouliez diversifier au maximum votre portefeuille avec des entreprises françaises, vous pourriez acheter toutes les sociétés listées au CAC 40, mais ce serait assez fastidieux à faire à la main. Avec un ETF comme celui-ci par exemple, Lyxor fait tout pour vous. Le fonds se charge d'acheter les actifs sous-jacents et de gérer toute la paperasse. En achetant des parts de cet ETF, vous vous exposez à toutes les entreprises du CAC 40. Au final, le principe de l'ETF, c'est d'agir comme un grossiste pour vous. Il achète en gros et il revend par petits bouts. Et c'est comme ça que les ETF ont des frais bien plus bas que vous n'en aurez jamais avec votre compte titre de 50 000 €. Pour info, il en existe de deux types. L'ETF avec une exposition indirecte, parfois appelée synthétique, il va utiliser des produits dérivés comme des futurs ou des options pour répliquer la performance de l'actif sous-jacent. On en avait détaillé le fonctionnement dans cette vidéo si ça vous intéresse. Il y a déjà un ETF Bitcoin de ce type disponible aux US, il avait cassé tous les records lors de son lancement en 2021. De l'autre côté, il y a les ETF avec une exposition directe, également appelée ETF Spot. Ici c'est très simple, le fonds qui gère l'ETF achète et vend le ou les actifs sous-jacents. En gros, si un jour l'ETF Bitcoin de BlackRock pèse 1 milliard de dollars, cela voudra dire en théorie, et j'insiste sur le en théorie, que BlackRock conserve 1 milliard de dollars de Bitcoin. En l'occurrence, c'est Coinbase qui s'occupera de la conservation des Bitcoins dans ce cas précis, d'après les infos qu'on a. Alors il existe aussi déjà ce type d'ETF spot sur Bitcoin, comme celui-ci de Purposed Investment au Canada, mais pas aux États-Unis. Donc celui de BlackRock serait une première. Ces dernières années, ces ETF sont devenus extrêmement populaires sur les marchés financiers grâce à la facilité avec laquelle les particuliers et les professionnels peuvent investir dedans. On trouve ces ETF sur toutes les plateformes les plus populaires comme eToro ou Degiro. Mais alors pourquoi autant d'excitation autour de cette annonce de BlackRock? Eh bien plusieurs choses. De 1, ça vient bousculer tout ce qui se dit sur Bitcoin au niveau impact écologique. BlackRock et tout particulièrement son CEO Larry Fink est connu pour être extrêmement concerné par les problématiques environnementales, en tout cas en façade.
Le fonds américain privilégie depuis plusieurs années les investissements dans des solutions et des entreprises alignées avec les exigences ESG. Si Bitcoin était si sale que ça, comme le décrivait encore le New York Times il y a quelques mois dans un article complètement aberrant, BlackRock n'y aurait jamais mis un pied. On sent que la vérité sur ce sujet commence à émerger. Alors certains ne seront pas aussi optimistes que moi, et verront ici une stratégie de BlackRock pour s'accaparer l'invention de Satoshi Nakamoto et ensuite changer son code en s'alliant avec Greenpeace et le World Economic Forum pour faire passer le réseau en Proof of Stake dans quelques années. Personnellement, je n'y crois pas trop, mais ici aussi, je vous laisserai faire votre propre opinion. Donc ça, c'était le premier effet qui se coule sur la narrative écologique. Cet ETF va aussi changer beaucoup de choses sur l'accessibilité et la visibilité de Bitcoin. C'est un peu comme si vous étiez un producteur, disons, de confiture et que du jour au lendemain, Carrefour accepte de mettre votre produit en rayon. Eh bien la confiture c'est Bitcoin, Carrefour c'est le New York Stock Exchange, et en plus vous pouvez mettre sur votre pot élu confiture de l'année 2023, ça c'est le macaron BlackRock. Un ETF Bitcoin permettra à plusieurs millions de professionnels et de particuliers d'investir facilement dans Bitcoin sans forcément changer leurs habitudes et surtout sans avoir à détenir de vrais Bitcoins dans leur bilan. Ça veut dire pas besoin d'ouvrir un compte sur une plateforme d'échange crypto comme Paymium par exemple, nos partenaires chez GAC, ou encore se préoccuper de ce qu'est une clé privée ou une adresse publique. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, je dis juste qu'un ETF spot Bitcoin de chez BlackRock facilitera encore un peu plus le processus d'investissement. Gardez bien en tête que beaucoup d'organisations n'ont pas le droit de détenir des bitcoins, que ce soit à cause de la loi ou de leur règlement interne. Et puis il y a un certain nombre de gestionnaires de fortune qui ont juste peur d'investir dans bitcoin si ça ne vient pas de chez BlackRock. Si je ne me trompe pas, la toute première demande pour lancer un produit similaire avait été déposée en juillet 2013 par les frères Winklevoss, célèbres pour leur procès contre Mark Zuckerberg. Jusque-là, toutes les tentatives pour lancer un ETF spot aux États-Unis ont été stoppées net par la SEC. Maintenant, il existe un autre type de produit financier un peu similaire, les trusts, et c'est la structure qu'a choisi BlackRock en l'occurrence. Un trust est une entité juridique qui est chargée de détenir un actif pour le compte de ses clients. Cette entité est découpée en parts et chaque client détient un nombre de parts équivalent à l'argent qu'ils ont dans le trust. C'est le format du Grayscale Bitcoin Trust par exemple, le fameux GBTC, dont on a parlé dans de nombreuses vidéos. Les clients du fonds détiennent en quelque sorte une partie des bitcoins détenus par Grayscale. Là encore, je vous renvoie vers cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement de ces trusts. Là, comme ça, on dirait qu'il n'y a pas vraiment de différence entre un trust et un ETF spot. Après tout, tous les deux sont chargés de détenir des actifs pour leurs clients. Alors oui et non. La différence subtile mais fondamentale entre les deux est qu'un ETF peut créer et détruire des parts du fonds en fonction de la demande sur le marché et ainsi traquer au mieux le cours de l'actif sous-jacent. C'est ce que l'on appelle le Creation Redemption Mechanism. C'est la magic sauce de l'ETF. On a ce que l'on appelle des Authorized Participants ou AIP, en gros des investisseurs avec la carte de membre comme des market makers ou des grosses institutions financières qui vont servir d'intermédiaires entre l'ETF et le marché secondaire et qui va procéder à des opérations d'arbitrage à chaque fois que le fonds commence à s'échanger avec un premium ou avec un discount. Détail important aussi, un trust a des frais de gestion bien plus élevés qu'un ETF. Dans le cas du GBTC par exemple, Grayscale empoche 2% par an de la valeur du trust tous les ans. Avec un ETF classique, ce serait 10 fois moins. Mais revenons-en maintenant à BlackRock. Si on veut être vraiment précis, ils ont en l'occurrence bien déposé une demande pour la formation d'un trust et pas d'un ETF Bitcoin. Alors oui, je sais, on n'y comprend plus rien. En fait, c'est un trust un peu particulier. Dans le document soumis par BlackRock à la SEC, on peut voir par exemple que les parts peuvent être créées et rachetées par batch de 40 000, et surtout que celles-ci peuvent être rachetées en échange de vrais bitcoins. Ce qui équivaut plus ou moins au mécanisme de création et de destruction dont on a parlé juste avant. On apprend aussi que les parts seront listées et échangées sur le Nasdaq, qui est comme vous le savez, le deuxième plus important marché action des US. Donc oui, le produit de BlackRock n'est pas un ETF au sens strict du terme, mais il va fonctionner exactement comme un ETF. Donc c'est un peu un ETF quand même. Certains ont souligné à la suite de l'annonce de BlackRock le fait que ce type de modèle est plutôt commun pour les ETF en rapport avec des matières premières. Eric Bulkanas, analyste chez Bloomberg, spécialiste en ETF, donne comme exemple le SPDR Gold Shares, le plus gros trust lié à l'or qui possède une structure similaire à celui que BlackRock vient de soumettre à la SEC et qui s'échange comme un ETF. Comme le dit aussi Will Rind, ancien patron de l'ETF GLD qu'on a évoqué juste avant, c'est que cette structure est bien plus adaptée aux matières premières. En tout cas, sachez que sur les 576 dernières demandes d'ETF par BlackRock, une seule a été rejetée par la SEC pour des questions de transparence de fonds en 2014. Donc si quelqu'un peut bien avoir un ETF Bitcoin Spot approuvé aux US, c'est bien BlackRock. En tout cas, il est certain que cette demande a été mûrement réfléchie en interne et qu'ils connaissent leurs chances de réussite. On a tout de suite constaté les effets de l'annonce. En une semaine, 6 demandes supplémentaires d'ETF Bitcoin ont été déposées à la SEC. Personne ne veut être à la traîne, donc tous les mastodontes de la finance traditionnelle se mettent dans la roue de BlackRock. Ce n'est pas le moment de louper l'échappée.
Bon, maintenant quels sont les risques? Premièrement, la réhypothécation. Vous vous souvenez, au départ, je vous disais que si l'ETF Bitcoin de BlackRock pesait 1 milliard, alors il devrait conserver 1 milliard de dollars de Bitcoin en réserve chez Coinbase. Eh oui, mais non. En règle générale, ces gros fonds d'investissement ne laissent pas dormir leurs actifs comme ça à ne rien faire. Ils les prêtent. C'est la fameuse réhypothécation. Donc, on pourrait avoir dans le futur des gens qui croient acheter du Bitcoin en investissant dans l'ETF Spot de BlackRock, alors qu'en vrai, il n'y a pas forcément de Bitcoin à proprement parler derrière. Alors je n'ai pas pu avoir la confirmation formelle que c'était l'intention de BlackRock, mais le risque existe et cela impacterait l'offre pratique de Bitcoin en circulation, ce que l'on appelle communément les Bitcoin papier. Cet autre passage de la demande de BlackRock a également beaucoup fait parler de lui. On y parle de fork de Bitcoin et il est stipulé qu'en cas de division de la chaîne, comme en 2017 par exemple entre Bitcoin et Bitcoin Cash, BlackRock se laissera le droit de décider quelle est la chaîne valide et considérée de facto pour eux comme le vrai Bitcoin. On a vu énormément de réactions sur Twitter à propos de ces quelques phrases. Et en effet, si des acteurs de la finance traditionnelle comme BlackRock accumulent une importante quantité de Bitcoin, ils vont peser de plus en plus lourd sur l'échiquier du consensus de Bitcoin. D'autant plus si l'industrie du minage américain et les plus grosses plateformes d'échange du monde s'alliaient à leur cause. Dans ce cas-là, oui, on pourrait voir un Bitcoin se faire capturer, si je puis dire, et j'insiste sur un Bitcoin, c'est-à-dire que ces acteurs auraient un réseau, une chaîne bien précise. Rien n'empêchera les utilisateurs, en théorie, s'ils le désirent, d'opérer sur une version parallèle et de considérer leur Bitcoin comme le vrai Bitcoin, exactement comme les supporters de Bitcoin Cash aujourd'hui considèrent leur Bitcoin comme authentique. Si le sujet vous intéresse, je vous invite aussi à regarder cette vidéo. Bref, de toute manière, qu'on le veuille ou non, ça ne changera pas grand-chose, l'arrivée de la finance traditionnelle sur Bitcoin et les cryptos n'est qu'une question de temps. Cela va bien évidemment créer une nouvelle forme de demande pour Bitcoin. Vous voyez sur ce graphique par exemple l'évolution du cours de l'or lorsque le premier ETF Spot a été lancé au début des années 2000. En à peine 10 ans, le cours de l'or a été multiplié par 5. Alors en même temps, il y avait aussi en parallèle l'une des plus grosses crises financières de l'histoire, ne l'oublions pas. Mais fondamentalement, les ETF rendent un actif plus accessible et automatiquement, cela crée une pression acheteuse. Combinez cela avec une offre limitée, voire très limitée comme celle de Bitcoin, et ça crée un cocktail explosif. Pour info, si on regarde les données on-chain, on voit qu'environ 70% de l'offre de Bitcoin en circulation n'a pas bougé depuis plus d'un an. On est sur des niveaux historiques. Justement, si ce genre d'indicateurs vous intéresse, on les analyse plus en détail dans la lettre GAC. Vous recevrez une fois par mois des informations financières de première main sur les évolutions du marché Bitcoin grâce à de l'analyse on-chain et un cadrage macroéconomique de la finance traditionnelle préparé par Richard. L'idée est de donner les meilleures informations possibles aux personnes ne désirant pas uniquement HODL. Nous nous concentrons sur la gestion des risques et tentons de construire une stratégie d'investissement crypto la plus résiliente possible. De plus, dans la dernière partie de la lettre, nous explorons le monde de la DeFi, et je peux vous dire qu'il y a encore de très beaux projets. Le prochain bullrun se prépare maintenant, ne loupez pas le coche comme la dernière fois. Si tout ça vous intéresse, cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de votre écran ou via les liens en description. Qui aurait pu croire il y a 14 ans, à part peut-être Alfinet et Pierre Noisa, que Bitcoin allait progressivement s'immiscer, s'infiltrer au cœur de la finance traditionnelle? Il est devenu évident que l'invention de Satoshi Nakamoto n'est pas simplement une anomalie ou une mode passagère, mais plutôt une force perturbatrice profonde qui transforme les fondements même de la finance mondiale. L'arrivée progressive des institutions et de la finance traditionnelle dans l'univers Bitcoin est un cible tangible de l'acceptation croissante de cette nouvelle technologie. Pour la petite anecdote, même le Crédit Agricole, dont le directeur général Philippe Brassac annonçait il y a encore peu de temps un effondrement de Bitcoin, vient de passer PSAN en France. Comme quoi il y a que les qui ne changent pas d'avis. Oui, il est essentiel de rester vigilant, éviter d'être naïf sans être complètement parano. L'avenir du projet dépendra de la manière dont nous saurons préserver son essence originelle tout en évitant les pièges de la centralisation et de la manipulation qui pourraient compromettre sa promesse initiale. Et si, finalement, ces dinosaures de Wall Street étaient pris à leur propre jeu, pensant pouvoir contrôler et s'accaparer la créature, celle-ci viendrait les faire éclater de l'intérieur. Vous aussi, ça vous fait penser à quelque chose ?